Merci beaucoup. Thank you very much. And just so we're clear, I have remarks entirely in French to begin with, and then entirely in English. So they're both the same, but I'll start with the French remarks and then go through the English remarks. Alors, merci d'être là aujourd'hui. Il y a quelques mois, les Canadiens ont élu notre gouvernement avec un mandat clair de réduire nos dépenses d'opération pour assurer la durabilité et la pérennité de nos services essentiels. Ils nous ont demandé d'agir avec détermination et de ne pas remettre à demain les décisions difficiles mais nécessaires qui s'imposent dans l'intérêt du pays. C'est exactement ce qu'on fait aujourd'hui en annonçant des mesures concrètes pour stabiliser la situation financière de Post Canada. Parce que Post Canada, c'est une institution nationale vitale, c'est une institution plus ancienne que le pays lui-même qui a contribué à le bâtir. Depuis 158 ans, les factrices et les facteurs connectent les Canadiens beau temps, mauvais temps, dans les villages comme dans les villes, en offrant un service vital à des centaines de communautés éloignées, autochtones et rurales. Post Canada est une institution qui mérite d'être sauvée, et aujourd'hui, il faut être clair, c'est une institution qui a besoin d'être sauvée. C'est une institution qui a besoin d'être sauvée parce que depuis 2018, elle a accumulé des pertes de plus de 5 milliards de dollars. Parce que rien qu'en 2024, la société a déclaré près de 1,3 milliard de dollars en pertes d'exploitation, ce qui a exigé une injection de fonds de 1,34 milliard pour cette année pour empêcher la société de devenir insolvable. Maintenant, au deuxième trimestre de 2025, la société a perdu 407 millions de dollars, ce qui est le pire trimestre de son histoire. Et aujourd'hui, Post Canada perd environ 10 millions de dollars à tous les jours. Bref, Post Canada est à toute fin utile insolvable et elle fait face à une crise existentielle. Maintenant, comment est-ce qu'on en est arrivé là? Bien, les temps ont changé. Il y a 20 ans, Post Canada livrait 5,5 milliards de lettres par année. Aujourd'hui, c'est 2 milliards. Pendant ce temps-là, le nombre de foyers a continué de croître et le résultat, c'est qu'on livre beaucoup moins de courriers à beaucoup plus d'adresses et les coûts, eux, sont restés élevés. En parallèle, les Canadiennes et les Canadiens envoient et reçoivent de plus en plus de colis, ce qui aurait pu être une bouée de sauvetage pour la société. Mais là encore, Post Canada a perdu du terrain. En 2019, la société livrait 62 % des colis au pays. Aujourd'hui, c'est moins de 24 %, une chute spectaculaire en seulement 6 ans, pendant que ses concurrents privés ont gagné du terrain avec des services plus rapides, plus flexibles et plus concurrentiels. À ces deux tendances s'ajoutent des restrictions gouvernementales imposées depuis des années et une relation figée entre la direction et le syndicat qui ont freiné la capacité de l'organisation à s'adapter. Bref, au terme de tout ça, le bilan est clair. Post Canada est insolvable, elle fournit un service essentiel partout à travers le pays et particulièrement dans les communautés rurales éloignées autochtones. Les Canadiens y sont attachés et veulent l'avoir perduré. Mais la solution ne peut pas être d'injecter toujours plus d'argent année après année. Il faut agir et il faut commencer la transformation de Post Canada. À ce chapitre, dans son rapport du 15 mai dernier, la commission d'enquête industrielle dirigée par William Kaplan a tracé une voie à suivre. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'annonce qu'on accepte les recommandations de la commission Kaplan et qu'on va mettre en œuvre toutes ces recommandations faites au gouvernement pour stabiliser les finances de Post Canada. En détail, d'abord, j'instruis Post Canada d'assouplir ses normes de livraison. Le ménage moyen au Canada reçoit seulement 2 lettres par semaine, mais les opérations sont encore conçues comme si on en recevait des dizaines. En ajustant ces normes, notamment en retirant l'obligation de livrer à chaque adresse 5 jours par semaine et en permettant aux envois non urgents de voyager par voie terrestre plutôt que par avion, Post Canada va pouvoir économiser plus de 20 millions par année. Ensuite, le gouvernement met fin au moratoire sur la conversion aux boîtes communautaires. Déjà, 3/4 des Canadiens reçoivent leur courrier soit dans une boîte communautaire, soit dans une boîte d'immeuble ou dans une boîte rurale. Il y a seulement 1/4 des Canadiens qui reçoivent encore leur courrier directement à domicile. C'est un service coûteux et à titre d'exemple, la livraison par adresse par année à domicile coûte environ 279 $ à la société versus 157 $ dans une boîte postale communautaire. J'autorise donc aujourd'hui Post Canada à convertir environ 4 millions d'adresses supplémentaires, ce qui va permettre d'économiser près de 400 millions par année à terme. Aussi,
comme le recommandé le rapport Kaplan, on lève le moratoire rural et j'ai demandé à Post Canada de revenir avec un plan qui va protéger les services dans les communautés rurales, éloignées et autochtones. Pour donner un petit peu de contexte, le moratoire rural a été imposé en 1994. Il couvre à peu près 4000 emplacements et il n'a pas changé depuis 30 ans. Le pays, lui, par exemple, a changé. Ce qui fait que des zones qui étaient autrefois rurales sont maintenant devenues des banlieues ou même des zones urbaines. Dans certains cas, on retrouve plusieurs bureaux très rapprochés, parfois à seulement quelques centaines de mètres, qui doivent tous rester ouverts en vertu du moratoire, et ce qui empêche la société de rétrécir son réseau et de le rendre plus concurrentiel. Mais je vais être très clair, Post Canada a l'obligation de servir tous les Canadiens partout au pays, et ça ne va pas changer. Enfin, le gouvernement revoit le processus entourant les hausses de tarifs postaux, donc le prix des timbres. L'objectif, c'est de le moderniser et d'accélérer le processus, comme l'a recommandé le commissaire Kaplan. Les mesures qu'on annonce aujourd'hui vont aider à stabiliser la situation financière de Post Canada et permettre d'économiser à terme jusqu'à 500 millions par année. Mais ce ne sera pas suffisant. En plus des mesures que j'annonce aujourd'hui, Post Canada doit s'adapter. De la même façon que notre gouvernement révise ses dépenses pour être plus efficace, pour pouvoir investir plus et pour pouvoir protéger nos programmes sociaux, je demande à Post Canada d'en faire autant. Je leur demande donc de prendre des mesures immédiates pour répondre à ces défis financiers. Ça veut dire réduire ses coûts d'opération, mais ça veut aussi dire revoir et alléger sa structure de gestion. Post Canada fait face à une crise existentielle et il faut qu'on y réponde. L'annonce d'aujourd'hui vise à assurer que Post Canada soit prête à relever le défi et qu'elle puisse continuer à servir les Canadiens pour les générations à venir. Je sais que les Canadiens ont à cœur l'avenir de Post Canada, les travailleurs de Post Canada ont à cœur son avenir et la direction aussi a à cœur l'avenir de Post Canada. Et j'ai l'espoir, je suis peut-être optimiste, que l'annonce d'aujourd'hui va servir à renouveler la relation pour qu'on sauve cette institution qui mérite d'être sauvée. Merci beaucoup. Je vais maintenant y aller avec mes remarques en anglais. So a few months ago, Canadians elected our government and gave us a clear mandate. They asked us to reduce operating costs so as to ensure that essential services are sustainable. They asked us to be decisive and to lead in the best interest of Canadians. Today, we're doing just that by taking concrete actions to stabilize the financial situation at Canada Post and by taking steps to chart its future path. Because Canada Post is a vital national institution, an institution older than our country and that has helped build it. Because for 158 years, and to this day, postal workers have connected Canadians, rain or shine, in small town and in big cities, providing a lifeline to hundreds of northern, Indigenous, and rural communities. Because Canada Post is an institution worth saving, and because at this junction in its history, it's an institution that needs saving. To give you a sense of what I mean when I say it's an institution that needs saving, since 2018, Canada Post has accumulated more than $5 billion in losses. Last year, in 2024, it operated at a loss of $1.3 billion and required an injection of $1 billion in January to keep it afloat. In the second quarter of 2025, the corporation lost $407 million, their worst quarter ever. And at present, the corporation is losing $10 million every day. In short, Canada Post is effectively insolvent, and it is facing an existential crisis. Now, how did we get there? Well, 20 years ago, Canada Post delivered 5.5 billion letters per year. Today, that number is 2 billion. And while the number of letters has dropped, the number of households has increased. Thus, Canada Post is delivering fewer letters to more addresses. Second, while letter mail volumes decline, Canadians have been sending and receiving more packages than ever before. But they're turning increasingly away from Canada Post and toward private competitors who are faster and more cost efficient. In 2019, Canada Post delivered 62% of all parcels sent in Canada. Today, it's less than 24% and shrinking fast. Now, the third reason we got here is that government-imposed restrictions and a stalled relationship between management and labor have hindered Canada Post's capacity to evolve and adapt.
So the bottom line is this. Canada Post is effectively insolvent. It provides an essential service to Canadians, and in particular to rural, remote, and Indigenous communities, and Canadians are rightfully attached to it and want it saved. However, repeated bailouts from the federal government are not the solution. So where do we go from here? In its report of May 15, the Industrial Inquiry Commission, led by William Kaplan, addressed these challenges and provided a path forward. And today, I'm announcing that we're accepting all of the recommendations directed to the government by William Kaplan in its report, and that we're making the following changes to stabilize the financial situation at Canada Post. I'm instructing Canada Post to introduce flexibilities in their delivery standards. The average households receive just 2 letters per week, yet operations are still designed for much higher volumes. Adjusting delivery standards will allow non-urgent mail to travel by ground instead of air and will save more than $20 million a year to the corporation. Next, the government is removing the moratorium on the conversion to community mailboxes. 3/4 of Canadians already receive mail through community, apartment, or rural mailboxes, while 1/4 still receive door-to-door delivery. It's an expensive service, and by way of example, delivering mail to an individual address costs the corporation $279 a year, whereas delivering mail to a community mailbox costs $157 a year. And 77% of Canadians already receive mail through various form of community boxes. As such, I'm authorizing Canada Post to introduce community mailboxes to approximately 4 million more addresses, which will save the corporation nearly $400 million per year in due term. Now, as recommended in the Kaplan report, we'll also be lifting the rural moratorium, and I'm instructing Canada Post to come back with a plan that will ensure protection of service in rural, remote, and Indigenous communities. To give some context, the rural moratorium was imposed in 1994 and covers close to 4,000 locations. It has not evolved in 30 years, but Canada has changed. This means that areas that used to be rural may now be suburban or even urban. It also means that multiple post offices operating near each other, including some just a few hundred meters apart, are required to stay open because of the moratorium. Lifting this moratorium will allow Canada Post to right-size its network to adapt to today's demographics, but I want to be clear. Canada Post has an obligation to serve all Canadians in every community in Canada, and that will not change. Lastly, the government is reviewing the process for increases to the stamp rate to modernize and shorten it in line with Commissioner Kaplan's recommendations. Taken together, these measures will help stabilize Canada Post's financial situation by generating close to $500 million per year. But there's more work to do. As our government reviews its expenses so that we can spend less and invest more, I'm asking Canada Post to do the same. In addition to the measures I'm announcing today, the corporation must adapt. I'm asking Canada Post to take immediate steps to address its financial challenges. That means finding efficiencies, reducing costs, reducing overhead, and I want to be clear, that also means reviewing and lightening its management structure. This is a pivotal moment, not just for the corporation, but for Canadians who rely on it every single day. Today's announcement is about making sure Canada Post can meet this moment and continue to serve Canadians for generations to come. Canadians care about the future of Canada Post, and I know both workers and management share that same commitment. I hope that in light of today's announcement and the work ahead, both management and the union can return to the table with a renewed relationship and work toward a viable future. Canada Post is facing an existential crisis. It's an institution that is worth saving, and we're beginning the work today. Thank you. Thank you, Minister. We'll turn now to the room for questions. We will start with one question and one follow, and we'll begin with Alessia Pacifiume from the Canadian Press. Hi, Minister. The union has said that they were not told that this announcement was coming and that a meeting you had scheduled with them was postponed. Why didn't you keep them in the loop about the changes that were going to be made? Yes, well, first, I want to thank the union. We've had a productive conversation Friday last week, and some of the
issues that they raised are reflected in the announcement I'm making today, notably around reviewing the management structure at Canada Post, but also the process in terms of increasing the price of stamps. Now, as far as the meeting is concerned this week, I was not aware, but I'll be always happy to meet with the union to discuss, because they play an essential role in Canada Post's future. And I know that just as much as I do, just as much as Canadians do, they care very much about the future of Canada Post and its financial viability. To Canada Post here, have you made any progress in finding a buyer for the pandemic era mobile hospitals, or are we just stuck with them? I'll be happy to take this offline after the Canada Post announcement, if you don't mind. Yeah. Christian Noël, Radio-Canada. Bonjour, Monsieur Lightbound. Pour les gens qui nous écoutent à la maison, pour être clair, est-ce que c'est le début de la fin de la livraison à tous les jours du courrier à la maison? Ouais. Il y a deux choses dans ce que vous venez de dire. D'abord, pour 77% des Canadiens, il n'y a pas de livraison à proprement parler à domicile. Donc, 77% des Canadiens reçoivent leur courrier dans des boîtes postales communautaires, dans des appartements. Donc, pas nécessairement à proprement parler à domicile. Maintenant, oui, on lève l'obligation de livrer le courrier à tous les jours, 5 jours semaine à domicile. Ça va y aller vraiment selon les besoins opérationnels de Post Canada. Ça n'arrivera pas du jour au lendemain. La société va informer les Canadiens, mais je pense que ça reflète la réalité où il est de moins en moins nécessaire, vu la diminution du volume, de livrer le courrier à tous les jours aux adresses des individus. So there are two things in the question. First, 77% of Canadians don't receive their mail delivered directly at their door. They receive it through rural mailboxes or community mailboxes or in apartment buildings. So we're lifting the moratorium, which will mean 4 million more addresses will now be covered, well, in years to come through community mailboxes. So that's the first part. The second part is we're lifting the requirement for Canada Post to deliver mail every day, so 5 days a week, to individuals. That will allow the corporation to go based on volume, so deliver where delivery is needed instead of going every day to every address. J'aimerais savoir donc ce que vous dites aux personnes âgées et à mobilité réduite qui ne recevront plus le courriel à la maison alors qu'ils le reçoivent présentement, et à quel point aussi ça règle le problème financier de Post Canada qui est insolvable et est en situation existentielle. Vous semblez suggérer que tout ça ne va pas régler le problème maintenant. Quoi d'autre devrons-nous faire pour sauver Post Canada et d'arrêter d'injecter de l'argent tous les années? Oui, bon, par rapport à la première question, c'est une très bonne question. Puis, je dois vous dire, dans mon propre comté, 80% de la population reçoit son courrier directement à domicile. Eu égard aux personnes âgées, il y a un programme qui a été mis en place quand les conversions vers des boîtes postales communautaires ont commencé, qui fonctionne très bien, qui permet, quand une personne est à mobilité réduite, a plus de difficulté à se rendre à une boîte postale communautaire, d'obtenir de l'assistance. Donc, alors que ces changements vont s'effectuer à travers pour les 4 millions d'adresses qui restent à convertir vers des boîtes postales communautaires, Post Canada va informer la population de ce programme, comment y accéder, pour s'assurer que tous les Canadiens, quelles que soient leurs circonstances, puissent continuer d'avoir accès à leur courrier. C'est la première des choses par rapport aux aînés ou aux personnes qui auraient des difficultés à accéder à une boîte postale communautaire. La deuxième chose, pour moi, la viabilité financière de Post Canada, elle commence avec l'annonce d'aujourd'hui. Non, ça ne s'arrêtera pas aujourd'hui. C'est sûr qu'il reste du chemin à parcourir. C'est pourquoi je demande, entre autres, à la société de revoir ses opérations, réduire ses coûts, revoir sa structure de gestion. Mais on ne peut pas avoir une discussion sérieuse par rapport à la viabilité financière à long terme de Post Canada si on ne met pas en place ces recommandations-là, qui sont le fruit non seulement de ma réflexion avec notre équipe, mais certainement aussi du commissaire Kaplan, qui a étudié la question de fond en comble et qui a émis ces recommandations-là au gouvernement. Et comme je le mentionnais, ça va permettre d'économiser à terme à peu près un demi-milliard par année. Puis de la façon dont je le vois, à partir du moment où, puis c'est ma conviction, c'est celle de notre gouvernement, Post Canada est un service essentiel, c'est une institution qu'il faut sauver. Il y a deux options. Soit qu'on continue de renflouer les coffres de Post Canada, d'injecter des sommes toujours plus importantes au cours des prochaines années, soit on agit maintenant, on investit dans la transition, dans la transformation de Post Canada pour atteindre la viabilité financière, et je crois que c'est possible. Oui.
Yeah, so as I've mentioned, 77% of Canadians don't receive their mail delivered directly at their door. So for the remaining 4 million addresses that will now be covered through community mailboxes, as Canada Post has in years past converted and implemented the community mailboxes, it's also developed a program to assist with those senior citizens or people with disabilities who might have issues reaching the community mailboxes to make sure that they have access to their mail. So as this is rolled out across the 4 million addresses that remain to be converted, Canada Post will inform Canadians as they go and make sure that that program is well known, well understood, and it's worked very efficiently to make sure that all Canadians, regardless of their circumstances, have access to their mail. Stephanie Taylor, The National Post. Hi, Minister. I think Canadians understand the numbers where things are with Canada Post, but what makes you think that what makes your government think that people will be accepting these changes? I'm thinking particularly of seniors and those relying on rural postal offices that could be closed, and those who do still like and maybe use the door-to-door delivery. That's a very good question, and I think collectively as a country we've had that debate in the past, and I remember certainly 2015 and even Denis Coderre in Montreal removing a community mailbox. However, the reality has changed over the last 10 years. It's changed a lot over the last 5 years. It's changed in many ways. First, it's changed, the financial situation of Canada Post has changed drastically. While it was profitable in 2015, it is clearly no longer viable financially. And the second thing, the reality has changed in terms of the number of letters we're getting, how we're using Canada Post services. So I think there's an understanding amongst Canadians that something needs to happen if we want to preserve that institution. And I think what we're doing today is the start of this transformation. And the goal ultimately is to save Canada Post. I got on the Sorry. Oui. Oui, OK. Oui, on me demandait qu'est-ce qui nous porte à croire qu'aujourd'hui, les Canadiens sont prêts à accepter les changements qu'on propose. Mais d'abord, il y a beaucoup des changements qui ont déjà été implantés. Quand je le mentionne, c'est pas rien. Quand on dit que 77% des Canadiens reçoivent déjà leur courrier dans des boîtes postales communautaires, maintenant, j'ai le souvenir, comme d'autres, de débats qu'on a eu collectivement par rapport à ça, entre autres en 2015. Puis l'image qui me vient en tête, c'est Denis Coderre à Montréal qui retirait une boîte postale communautaire. Mais la réalité, c'est qu'il y a 10 ans, il le faisait avec toute l'imagerie qu'on lui connaît, avec un marteau-piqueur, si je me souviens bien. Mais la réalité, c'est qu'il y a 10 ans, les habitudes des Canadiens étaient différentes, eu égard au courrier, et la réalité financière de Post Canada était complètement différente. En 2015, Post Canada était profitable. Depuis les 7 dernières années, elle ne l'est plus. Au point où, depuis 2018, c'est 5 milliards de déficit cumulé pour la société. C'est 1 milliard qu'on a dû injecter. Et si on regarde les années à venir, il faudrait que les Canadiens injectent toujours plus d'argent dans Post Canada pour juste la garder viable. Je pense que, conscient de cette réalité-là, et aussi du fait qu'on utilise moins la Poste, la pandémie y a contribué dans les 5 dernières années. Je pense que les Canadiens sont prêts à ce qu'on prenne ces actions qui sont décisives, mais qui vont permettre de sauver cette institution-là qui joue un rôle essentiel et à laquelle les Canadiens sont attachés. And to clarify, do you have an idea in mind of how long this phase-out process would take from the door-to-door delivery to kind of all addresses, or as many as Canada Post might want to, with the barring the exceptions, to get to the community mailboxes? How long is that phase out? We're talking about 4 million addresses. It'll happen over the course of the next 9 years, the bulk of which will be in the next 4 years, 3-4 years. Yeah. Olivier Fréon-Procé, TVA. Merci, Mia. Bonjour, Monsieur le ministre. Est-ce que le retour à la rentabilité de Post Canada est réaliste, selon vous, un jour? Je pense que oui. Je pense pas que ça va être facile, mais je crois que c'est possible. Quand on regarde ce qu'on annonce aujourd'hui, à terme, 1 demi-milliard. Quand on voit le processus pour alléger l'augmentation du prix des timbres pour qu'il reflète davantage la réalité internationale, là, tous les autres pays ont augmenté le prix des timbres. Si on voit ce que Post Canada,
puis je leur donne 45 jours pour le faire, là, arrivent avec un plan pour répondre à ces défis financiers avec des actions immédiates, entre autres en revoyant sa structure de gestion. Je crois qu'il y a moyen. Et puis ici aussi, puis il y a une partie que je ne contrôle pas, qu'on ne contrôle pas, qui est clairement indiquée dans le rapport de la Commission, le rapport Kaplan, eu égard disons, à la flexibilité ou à la latitude qu'a Post Canada pour, par exemple, livrer le courrier les fins de semaine, engager des gens à temps partiel. Ça, c'est pour le syndicat et pour la direction à s'entendre. Puis je crois que les deux ont à cœur la viabilité financière. Donc, je pense que si tout ça se place comme il faut, il y a moyen d'atteindre peut-être pas la rentabilité, mais disons un seuil de... Là, j'ai juste le mot en anglais qui me vient en tête, le break-even, mais qu'on arrive à joindre les deux bouts, si vous voulez. Parce que là, avec les économies qu'on projette, puis les demandes que vous faites à Post Canada pour réduire ses coûts d'opération, on n'arrive pas là au manque à gagner d'un près d'1 milliard si on additionne tout ça. Qu'est-ce qui serait un niveau de perte acceptable pour votre gouvernement à court terme? Bien, moi, je regarde ça d'une autre manière. C'est-à-dire que si on ne fait rien, les niveaux de perte sont carrément inacceptable. Je veux dire, d'ici 10 ans, on parle d'à peu près 2,7 milliards par année. On parle de 8 milliards sur les 5 prochaines années. C'est énorme. C'est que pour moi, il vaut la peine d'essayer. Puis je pense que quand on regarde les recommandations de Kaplan, c'est clair que ça sera pas tout. Et il va falloir que la corporation fasse de gros efforts aussi de son côté. Mais je pense qu'en levant ce qui a, disons, empêché la société, donc Post Canada, de se moderniser. Je pense qu'on vient donner un bon coup de pouce à cette modernisation-là. C'est que pour moi, soit injecter de l'argent ou transformer l'institution puis avoir à terme des déficits beaucoup plus petits et éventuellement, possiblement, une viabilité financière, je pense que le choix est clair. Matteo Chimilaro, Ottawa Citizen. Hello, Minister. Thanks. Nice seeing you. Nice to see you too. Quick question about the direction to the corporation, especially around efficiencies and the lightening and reviewing of the management structure. I'm just wondering and just curious a bit, hearing a bit more about that direction. And did you give them a target? And are those efficiencies just for the management level, or are we going to see the efficiencies all the way through Canada Post? Thank you. Yeah. So it's throughout the organization, but I want, they must look at management with a cold, hard look. And I haven't set a target specifically, but I've given them 45 days. And I think there's an understanding that as our government is going through its own comprehensive expenditure review, Canada Post needs to do the same. Now, I understand that the Kaplan adoption of the Kaplan recommendations is kind of a short-term solution now. I'm curious about the road ahead and that medium to long-term transformation of Canada Post. Can you take us through what are the next steps of this process? What are the conversations being had? And what is the roadmap for the government with Canada Post? Well, I think we're starting with a pretty big chantier, if you will, with these lifting the moratoriums and going forward with all of the recommendations that Kaplan has highlighted for the government. Now, Canada Post needs to go through a review every 5 years. It's been 7 years since the last review. There will be a review seeking to look at what can be Canada Post in 10, 15, 20 years. I know that OGO, Parliamentary Committee, will also be looking at Canada Post, most probably. Those reviews, conversations will help inform us. But in the meantime, and I think, given that Canada Post is losing $10 million a day today, we need to take the short-term and immediate steps that will allow Canada Post to, find a more stable financial footing. Rémi Autier, CPAC. Bonjour, Monsieur le ministre. Vous annoncez ces changements-là qui, indirectement, vont toucher les travailleurs de Post Canada. Il y a un conflit de travail depuis des mois entre Post Canada et son syndicat, ses travailleurs. Est-ce que c'était le bon moment pour annoncer la volonté d'avoir des changements majeurs, d'avoir un plan sous peu, de changer toute la structure? Est-ce qu'il n'y a pas un risque, selon vous? Bien, d'abord, le conflit actuel dure depuis 20 mois. Ça fait quand même, et moi comme ministre responsable, puis aussi comme gouvernement responsable des fonds publics, à partir du moment où la Société canadienne des postes perd 10 millions par jour, demande des injections de capitaux, de fonds du gouvernement fédéral qui sont toujours grandissants,
je ne pense pas avoir le loisir d'attendre beaucoup plus longtemps. Mon espoir, pour avoir parlé avec tant le syndicat qu'avec la direction, c'est que les deux parties ont certainement à cœur la viabilité financière à long terme de Post Canada, pas la même vision sur comment y arriver. Ce que j'espère, c'est qu'en envoyant le message aujourd'hui qu'on va transformer Post Canada parce que c'est nécessaire, parce que la société fait face à une crise existentielle, que ça puisse, disons, renouveler ou rétablir la relation et que les deux parties puissent négocier à la lumière de ce qui est annoncé aujourd'hui. Puis l'annonce d'aujourd'hui couvre un des deux grands aspects du travail de Post Canada, qui est la livraison du courrier. Oui. Vous l'avez dit, la livraison des colis, il y a eu une baisse de la part de marché. Est-ce qu'il y a des éléments, selon vous, que vous offrez aujourd'hui ou que la gestion de Post Canada devrait vous offrir comme solution pour reprendre des parts de marché? Ou est-ce que ça va être une étape ultérieure? Comment vous voyez cet aspect-là de la livraison de colis et comment Post Canada peut jouer un rôle grandissant là-dedans? Oui, tout à fait. C'est fondamental. Même quand on pense aux boîtes postales communautaires, là, on a tous en tête, oui, les petits casiers pour les lettres, mais il y a aussi des casiers pour les colis. Je pense que ça peut servir comme un réseau efficace qui est très vaste pour livrer des colis à travers le pays. Maintenant, il y a des enjeux au niveau de la capacité de Post Canada de livrer la fin de semaine, par exemple, de livrer rapidement, d'être concurrentiel, qui dépasse ce que je peux faire comme ministre. Ça appartient tant au syndicat qu'à la direction de s'entendre sur ces enjeux-là, que je pense pourrait aider de manière assez conséquente la capacité de Post Canada à être compétitive. Ashley Burke, CBC. Good morning, Minister. Is this officially the end of the government bailing out Canada Post? There will be instances, if you look at the financials, where Canada Post will have to come back to the government for cash injections. So no, but it's a clear message that it will not be, there are limits to our capacity to bail out Canada Post year after year. And we need to, it needs to show a path to financial viability. That's what we're clearly asking the corporation. Oui, on me demandait, je ne suis pas habitué en français, en anglais, donc on me demandait si c'est la fin des injections d'argent du gouvernement fédéral dans Post Canada. La réponse, c'est non. Il y aura des situations, clairement, quand on regarde les projections financières pour la société, où le gouvernement va devoir injecter encore de l'argent pour maintenir la société en opération. Seulement, c'est la fin du... On établit clairement des limites aujourd'hui et on envoie le signal à la société qu'il faut qu'elle trouve une voie vers la viabilité financière. Et on lui donne des moyens d'y arriver, entre autres en levant les moratoires qui l'en empêchaient. Can you clarify what exactly does this mean for people who are living in rural areas? And also Canadians don't like cuts to essential services like this. How do you get them to accept this at a time of austerity? Yeah, well, the first thing I want to be extremely clear, when we're lifting the rural moratorium, it's really because that moratorium was put in place in 1994, covers, from memory, 3,962 post offices that used to be rural, but that aren't anymore. And I'll give you some examples. You can think of post offices in Richmond Hill, Gatineau, Stittsville here in the Ottawa region, Burnaby, who might have been rural in 1994, but are clearly more suburban, even urban in some instances. Now, that moratorium prevents Canada Post from closing these post offices or even transforming them to build housing. I have some examples of locations where if Canada Post was allowed to transform and sell some of its land, we could build hundreds of units. So we're lifting that moratorium to address that challenge primarily. I'm asking the corporation to come back with a plan that will clearly, make sure that rural, remote, Indigenous communities are not impacted. And I want to be crystal clear on this. We know how important Canada Post services are in many,
more remote communities across the land, and the goal is to make sure that these services are preserved. And in fact, if resources are better allocated to underserved areas as opposed to over-serviced areas, we might find gains in rural and remote communities. They don't like cuts to essential services. I see it differently. I think, there are choices that we need to make as a government. And the path forward, if we're not doing anything, is $10 million in losses every day. It's billions in repeated bailouts year after year. And that means cuts to some services. So I think there are ways, while protecting essential services that Canada Post offers Canadians, that we can make the corporation more efficient so that it can continue its mission, and that we as a government can continue, many other essential missions of the states when we think of housing, childcare, support for seniors, and so on and so forth. We'll now turn online for questions. If you are online and you have a question, please use the raised hand function. We'll start with Hélène Buzetti. Oui, bonjour, Monsieur Lightbound. Vous l'avez mentionné vous-même, c'est votre gouvernement qui a installé ce moratoire sur la transition vers les boîtes postales en 2015. Vous dites, bon, à l'époque, il n'y avait pas de déficit, mais ça a pris 2-3 années avant que les déficits embarquent. Est-ce que ça ne témoigne pas d'un manque flagrant de vision de la part de votre gouvernement? Et vous avez fait référence à M. Coder. La raison pour laquelle il voulait détruire ces boîtes postales, c'est parce qu'en milieu urbain densément construit, ça peut devenir extrêmement encombrant. Donc, j'aimerais savoir, est-ce que vous avez une solution à ça qu'on ne semblait pas avoir à l'époque? Oui, ben, pour répondre à la première question, je pense que c'est le mandat qu'on a reçu en avril, puis je pense que plusieurs observateurs, probablement dont vous, le notent. Il y a un changement qui est incarné en ce moment par le premier ministre Carney, par notre nouveau gouvernement, où on est prêt à faire ce à quoi les Québécois, les Canadiens s'attendent, c'est-à-dire prendre des décisions difficiles et dépenser moins pour pouvoir investir davantage et préserver, entre autres, les programmes sociaux dont je faisais état dans ma réponse précédente. Maintenant, par rapport à la transition des boîtes postales communautaires, Post Canada a une longue expérience en la matière et j'ai confiance que d'un point de vue opérationnel, ils vont arriver à le faire de sorte à respecter l'intégrité des territoires et des territoires urbains, certainement. Et mon autre question, pas de lien avec la première, mais je me demande s'il n'y a pas quelque chose qui est prématuré dans cette annonce aujourd'hui, alors que, objectivement, vous ne faites rien pour accélérer le règlement du conflit de travail. Le rapport Kaplan est assez clair qu'il y a des pertes énormes, par exemple, avec ces postiers qui, s'ils finissent avant la fin de la journée, ils ne peuvent pas être déplacés sur une autre ligne pour aller faire le travail supplémentaire d'un collègue. On doit payer des heures supplémentaires alors que d'autres personnes qui ne travaillent pas alors qu'ils sont payés quand même. Est-ce qu'on n'aurait pas dû régler ce problème-là avant d'arriver puis de faire des changements fondamentaux dans le service qui est offert aux citoyens? Oui, bien, d'abord, dans la mesure où ce que vous venez de soulever relève des négociations entre le syndicat et la direction, je pense que je respecte le processus et ce n'est pas de mon ressort. Ce qui est de mon ressort, ce qui est de notre ressort comme gouvernement, et c'est très clairement indiqué dans le rapport Kaplan, c'est la levée de ces moratoires, c'est changer le processus pour l'augmentation du prix des timbres et c'est de modifier le standard de service et c'est exactement ce qu'on fait aujourd'hui. Mais vous pourriez forcer un arbitrage, par exemple. Ben c'est pas l'objectif. Pour l'instant, moi, j'ai l'espoir, au contraire, que l'annonce d'aujourd'hui peut... je suis peut-être optimiste, là, mais j'ai l'espoir que l'annonce d'aujourd'hui peut, disons, donner de nouvelles bases aux négociations entre les deux parties et qu'ils puissent négocier à la lumière de ce qui a été annoncé et certainement à la lumière de la réalité financière de Post Canada qui est, comme vous le savez, extrêmement précaire. Greg Quinn, Market News International. Good afternoon. With respect to the labor issue here, can this kind of restructuring be done without major wage cuts or layoffs? I mean, given you're talking about billions of dollars of losses and letter volume having fallen 70% in recent years?
Yeah, I think when you look at what we're announcing, for instance, in terms of community mailboxes, the implementation will be phased, and a lot of the reduction in workforce will be able to happen through attrition. But at the same time, I'm not managing Canada Post on a day-to-day basis. I leave it to the corporation to review its structure, review its operation to reduce costs, because as I've highlighted, we cannot go on. Canadians can't go on footing the bill day after day, year after year, with increasing deficits. To follow up, other industries like autos and airlines that have heavily unionized workforces, when there are cutbacks, there are often other labor costs like pension shortfalls. Are those kinds of things that you're going to be looking at as well, or will taxpayers be picking up that part of any tab as well? That's a good question. My understanding is the pension is fully funded. That's not an issue, but we'll, of course, as the majority share, as the sole shareholder of Canada Post, I'll always keep a close eye on its financial situation, and which is why I'm here today. We have time for one more question online, and it'll be Josh Rubin from the Toronto Star. Hi there. Thanks for taking my question. Just wondering what you would say to some of those Canada Post employees who are almost certainly looking at losing their jobs, as part of this restructuring, as part of this new vision for the corporation. I mean, what message would you give to them? And do you have some sympathy for people who put in decades of work and kind of gone out, the rain or snow and all of the and all of the poetic stuff that we've always heard over the years? Well, first, I would say that I have the utmost respect and admiration for postal workers, for everything they've done for years to Canadians, and that they do day in and day out. And what this announcement is about saving Canada Post, making sure that it has a future, a viable future. And I think it will require postal workers, to work with us. And I'm confident that we can get through this and save Canada Post. And just one quick follow-up, if I may. I mean, you have kind of, I don't want to say avoided, but you've kind of danced around a little bit about the possibility of layoffs. Are you saying that there won't be any layoffs, or is it more realistic to expect layoffs? And if so, do you have any particular scale of layoffs? I mean, point taken that management takes the ultimate responsibility, but this is a political decision today, so that's why I'm asking you. Yeah, well, the political decision is that Canadians can be footing an ever-growing bill year after year. Now, I'm not, in the daily management of Canada Post. I've asked them for a plan within 40 days on how they intend to reduce costs. I've asked them to take a cold, hard look at their management structure, and I'll be reviewing their plan when it comes. But the goal here and the political objective is that, we can't go on with Canada Post losing $10 million a day and Canadian taxpayers footing the bill. Thank you so much. That concludes today's press conference. Merci beaucoup.